Radio Arson, le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. Radio Arson reçoit aujourd'hui la documentariste et autrice Virginie Linhart, venue accompagner Daniel Mémoire dans le cadre d'une semaine de workshop à la Villa Arson. À travers ses récits autobiographiques et ses films documentaires, Virginie Linhart nous livre l'histoire d'une famille d'origine juive polonaise fortement marquée par la question politique. Une histoire traversée par la Seconde Guerre mondiale puis mai 68. Bonjour Virginie Linhart. Je suis vraiment ravie de te recevoir ici avec nous à la Villa Arson. Alors je te propose une petite discussion sur tes travaux précédents que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais un peu discuter avec toi de plusieurs thématiques qui, il me semble, reviennent régulièrement à la fois dans tes ouvrages et dans tes films. Notamment, par exemple, moi c'est le premier film que j'ai vu de toi sur l'université de Vincennes, donc sur l'invisibilisation de certains espaces. Il y a aussi la question de la silenciation des événements, et tu en parles à plusieurs reprises, notamment sur l'histoire avec un grand H, mais aussi sur ton histoire, ta propre histoire, notamment avec la tentative de suicide de ton père, le silence de la famille autour de ça, mais aussi le silence de la famille autour de ton histoire familiale qui remonte à celle de tes grands-parents avec la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Une certaine culpabilité qui traverse les générations. Toute une histoire de filiation que tu racontes à travers beaucoup tes livres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces sujets-là ? C'est toujours étrange parce que quand il y a une sorte de recension de mon travail, c'est là que je vois la logique extrême et le fil rouge que je tiens depuis quasiment toujours, c'est-à-dire que je me suis fait connaître à travers un livre qui a été très important pour moi, qui s'appelle « Le jour où mon père s'est tu », qui est paru quand même maintenant il y a presque 20 ans, puisqu'il date de 2008, où je raconte le silence de mon père, qui était un peu un héros de mai 68. Certains disaient c'est le Rimbaud de la révolution étudiante. Et j'ai vécu très longtemps dans le fantasme que me renvoyaient les gens sur mon père. Et or, ce fantasme ne correspondait en rien à la réalité, puisque dans la réalité, tu l'as dit, mon père a tenté de se tuer en 1981, j'avais 15 ans, et n'a plus jamais ni écrit, ni vraiment travaillé, et est tombé dans une maladie très, très grave, et s'est replié aussi avec un silence incroyable. Et donc il y avait cette espèce de hiatus entre l'image publique d'un père qu'on disait le plus brillant, il est rentré à Normal Sup très tôt, qui impressionnait ses condisciples, puis qui a été leader d'un mouvement d'extrême gauche, l'UJCML, qui était le premier mouvement maoïste. L'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. C'est vrai. Acronyme très compliqué, et moi qui suis dyslexique, je suis toujours éblouie de voir que je le dis, donc ça dit la force de la chose. Et il a créé ce groupuscule en même temps que je suis née. C'est dire si... je pense que, très honnêtement, et je le dis sans aucune coquetterie, il était bien plus important pour lui de s'occuper de la révolution à venir que de ce bébé qui venait de naître. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps pour que je me dise que cette histoire qu'on me renvoyait, c'était pas la mienne,
et qu'il était nécessaire que je raconte la mienne. Ça n'a pas été extrêmement facile. J'ai commencé beaucoup plus tôt, j'avais 25 ans, j'étais en doctorat à Sciences Po, et j'ai utilisé en gros l'argent de mon allocation de recherche à faire mon premier livre qui s'appelait Volontaire pour l'usine, et qui partait déjà à la recherche des établis, c'est-à-dire ces intellectuels qui dans les années 70 partent en usine, quittent tout pour s'établir, on disait s'établir dans le monde ouvrier, devenir ouvrier et convaincre les ouvriers de la révolution. Bon, à l'aune de l'histoire, on sait ce que ça a donné. En tout cas, ça a donné un livre extraordinaire qui est celui de mon père, qui s'appelle L'Établi, qui est un très beau livre, qui est publié en 1978. C'est drôle, c'est la première fois que je réalise que Robert publie en 1978 L'Établi, un livre qui va changer sa vie, parce qu'il va devenir très célèbre. C'est encore un livre très célèbre. Quand j'étais en seconde, il y avait des extraits dans mon manuel d'économie de L'Établi. Donc c'est dire à quel point il fallait dealer entre le regard public et ce qui se passait à la maison. Et mon livre que j'ai publié en 2008 sur lui, donc il y a des... Je sais pas, c'est pas drôle. J'ai jamais identifié le 8, mais voilà, je l'identifie avec toi. Et là, il s'agissait déjà de sortir du silence, c'est-à-dire d'avoir... L'Établi, c'était quelque chose d'écrasant, c'est-à-dire que vraiment, il a été constamment classé parmi les romans, les livres les plus importants du XXe siècle, etc. Et donc, j'étais la fille de l'Établi. Et je n'étais que ça. Tu étais la fille de l'Établi, d'autant plus que ta mère aussi a eu cette expérience-là d'établi. Oui, mais ça, les gens ne le savaient pas. C'est moi qui l'ai mis au jour quand j'ai publié mon livre, parce que on parle aussi d'un monde, 1968, les années 70, c'est un monde, en tout cas, c'est un monde généralement très masculin, mais le militantisme d'extrême gauche, il a beau être d'extrême gauche, il est incroyablement masculin. C'est-à-dire que tous les chefs sont des hommes. Les femmes, elles sont à l'aéronéotypeuse. Sur les images d'archives, parce que j'ai beaucoup monté de films sur cette période, sur 68, j'ai fait un film qui s'appelle 68, mes parents et moi, qui est lié au livre Le jour où mon père s'est tu. On voit les femmes, elles ont leurs enfants sur leurs genoux. Il n'y a pas de femmes qui prennent la parole publiquement. Et donc, tout comme moi, j'étais la fille du chef, ma mère était la femme du chef. Il n'y avait absolument pas d'égalité. Et c'est de ça d'ailleurs que le MLF est né en 1970. Et dont tu parles à plusieurs reprises dans tes livres, justement, des femmes qui prennent une autre voie, donc chacun se reconvertit un peu après mai 68, face à la déception d'une révolution qui ne se fait pas, ou pas, en tout cas comme il l'espérait. Et donc plusieurs d'entre eux se reconvertissent, ou en tout cas plusieurs d'entre eux vont explorer d'autres formes de militantisme. Et tu parles à plusieurs reprises du MLF, et donc des femmes qui s'investissent dans le mouvement féministe. Oui, enfin moi, mon histoire de petite fille, elle a été marquée par le gauchisme de mes parents, puisque ça s'appelait comme ça, et c'était... voilà, c'était... j'ai l'habitude de dire, et vraiment je le crois, que tout était politique et que la politique primait sur tout. C'est-à-dire que la politique primait sur la vie de famille, la carrière, l'argent, l'amour. Et d'ailleurs, beaucoup de ces couples très très militants, dont mes parents, quand la gauche prolétarienne, qui est l'ultime groupe militant dans lequel il milite, est dissous, les couples éclatent. Parce qu'en fait, c'est la politique, c'est le militantisme qui faisait tenir tout ça. Et comme ils n'ont pas investi d'autres sphères, ils se séparent, et la plupart se séparent.
Et bon, mon père, lui, va parcourir le monde. Il est très très obsessionnel, mon père, ce qui est quand même un signe avant-coureur de sa future maladie. Donc il va courir le monde de révolution en révolution. Il va aller au Portugal pour la révolution des œillets, il va aller en Angola pour l'indépendance, il va aller au Brésil au moment où c'est la fin de la dictature. Il va faire une enquête très très belle et il écrit un livre moins célèbre mais très beau qui s'appelle Le sucre et la faim, qui sera son dernier livre. Et ma mère, elle, comme beaucoup de femmes issues de la mouvance militante gauchiste, elle s'investit dans le MLF, et donc c'est un autre combat, celui de l'égalité des femmes, etc. Mais en tant que petite fille, moi, mon souvenir, c'est d'être spectatrice de tout ça, mais de ne pas être vraiment intégrée. C'est un peu comme si j'étais toujours derrière une vitre. Je les regarde vivre plutôt que je suis dans leur vie. On s'accrochait comme on pouvait. Je crois vraiment qu'il y avait cette idée aussi que les enfants, ça poussait comme des herbes folles. Bon, ça va avec les années 70. Il n'y avait pas du tout ce primat de la psychanalyse, de l'enfant roi, etc. Mais bon, on s'éloigne un peu de la question du silence. Ce que je voulais dire sur le silence, c'est que, effectivement, je pense que face à une parole unilatérale qui était toujours ah, ton père, c'est l'homme que j'ai le plus admiré. Ah, ton père, c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu. Ah, ton père, c'est un héros de 68, etc. J'ai eu besoin de raconter mon propre père, qui n'était pas forcément pour le descendre de son piédestal, quoique il l'a vécu comme ça, mais parce que il y avait d'autres pères à dire. Et de même pour ce film sur Vincennes, l'université perdue, j'ai tout tourné dans la clairière où Vincennes se tenait. Et ce qui m'avait fascinée quand j'ai décidé de faire ce projet, c'est que quand Vincennes a été détruit, l'été 1980, par la ministre de l'Éducation, enfin sur ordre de la ministre de l'Éducation, Alice Saunier de CIT, c'était le septennat Valéry Giscard d'Estaing, ils détruisent l'université et ils font une chose folle. Ils arrachent des arbres pour qu'on ne puisse pas retrouver le lieu. Et pour moi, c'est des manières de faire incroyables. Enfin, évidemment que ça me rappelle les nazis qui font sauter les chambres à gaz à Auschwitz pour pas qu'on retrouve les preuves. C'est-à-dire que, évidemment, je fais pas une comparaison, mais cette volonté d'éradiquer à ce point le passé et de le transformer au point qu'on ne trouve plus les arbres, c'est une chose qui me met toujours en marche. Voilà. Les plans dans ton film sur Vincennes, sur l'université de Vincennes, donc qui a disparu, qui est devenue ensuite l'université à Saint-Denis, l'université Paris 8, sont assez éloquents parce que effectivement tu interviews des personnes qui sont assises sur une chaise dans un grand champ d'herbe haute où on ne voit plus aucune trace, aucune fondation, aucun panneau qui nous indiquerait qu'il y a eu la présence d'une université et une sacrée université que fut l'université de Vincennes. C'est intéressant aussi ce que tu dis sur cette volonté de faire des films, de raconter et d'écrire des livres, de raconter ton père, de raconter tes parents, de raconter toi, ta position dans cette histoire-là, qui est finalement une manière d'exprimer une forme d'existence, puisque tu racontais justement au début que tu
est né au moment où le mouvement qu'avait créé ton père des jeunesses maoïstes en France tu es né au même moment, et donc il a fallu que peut-être tu te fasses une place, en tout cas a posteriori, c'est une possible interprétation ou lecture. Elle me semble très juste. C'est tout à fait certain. Pour moi, il est tout à fait certain que j'avais pas une place. Moi, je suis née avant la légalisation de l'avortement, avant la contraception, et je le sais que c'était pas prévu, et qu'il y a même eu vraiment la très grande tentation que je ne naisse pas. Et mon père a l'habitude de dire que c'est son père à lui, mon grand-père, qui m'aurait sauvée, en disant que on ne tue pas encore des juifs. Et ça m'a toujours frappée, parce que je trouve que ça aurait été élégant que mon père se réapproprie cette phrase, mais même ça, non, parce que c'est pas si important. Ce qui est très marrant, c'est que en fait, rien n'était plus important que la politique. Et donc, même les enfants. Et mon père m'avait dit un truc un jour, je lui ai dit, mais toi aussi, tu voulais avoir un enfant. Genre, il m'a dit, bon, j'étais un peu embêtée parce que j'étais obligée de déménager d'école normale supérieure. Parce qu'il partageait il était coturne avec Jacques-Alain Miller. Je me suis dit, dites donc, on est peu de choses. Hein. Et c'est ça, c'est l'enquête que tu fais notamment dans Le jour où mon père s'est tu, où tu vas chercher tous les enfants d'eux, des personnes qui ont été militantes en même temps que ton père, pour leur demander « Oui, et vous, comment est-ce que vous avez pu exister face à ces parents si engagés, si imprégnés de politique, et qui ne vivaient en fait d'une certaine manière que pour la politique, et nous étions là un peu par hasard, et il a fallu qu'on vive. » Peut-être un peu excessif de dire par hasard, mais en tout cas... c'est des années aussi où les enfants arrivaient un peu par hasard, puisqu'il n'y avait pas, ce contrôle des naissances. Enfin, les femmes c'était quand même très compliqué, objectivement. Je pense que ma mère avait dû avorter plusieurs fois avant, enfin bon, voilà. Et en tout cas, pour reprendre ton fil, le jour où mon père s'est tu, ce qui est formidable pour moi et ce qui a changé ma vie avec ce livre, c'est que je découvre, en faisant cette enquête auprès des enfants de parents révolutionnaires, c'est qu'on a peu ou prou la même histoire. Et donc, il n'y a pas... que on fait partie d'une période où c'était comme ça. Et en fait, sortir de cette solitude-là, c'est vraiment une chose qui a été formidable pour moi. Parce que je me sentais quand même très seule, de par l'histoire, et puis après, de par la maladie de mon père, etc. Et vérifier qu'il y a du commun, qu'il y a du collectif, qu'il y a du générationnel entre nous, ça a été vraiment un moment très très fort. Et ça a beaucoup aidé aussi les gens que j'ai interviewés. Ça les a rendus aussi très heureux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu mets beaucoup en regard avec cette histoire juive polonaise. Et je reviens sur les termes de honte, de culpabilité que tu évoques dans tes livres. Il y a aussi une histoire de transmission très forte. Comment est-ce que ça fait sens aujourd'hui pour toi dans les travaux que tu as menés? Je pense notamment au film que tu as fait. Alors, tu as fait un certain nombre de films sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale, et des films aussi, effectivement, sur mai 68. Mais il a été important aussi de revenir sur cette histoire familiale plus
plus longue que seulement celle des parents qui étaient déjà très fortes de par le fait que c'était des intellectuels radicaux. Oui, je vois cette histoire familiale comme une sorte d'empilement de poupées gigognes de silence. Ça s'empile comme ça s'empile, ça s'empile. Je voudrais juste terminer en quelques mots sur le silence des parents. Moi, je crois que ce silence des parents, il est très intéressant parce que c'était des intellectuels, c'était des dialecticiens, ces gens très très forts pour tenir des discours politiques, etc., pour contredire, pour attaquer. Mais c'est des gens qui ne parlaient pas. Et qui ne parlaient pas de ce qui les traversait vraiment dans la vie, qui ne parlaient pas à leurs enfants de ce qu'ils pensaient, de ce dont ils avaient envie. Je crois que le langage était presque une arme de combat, mais n'était pas une arme de communication. Et on sait aujourd'hui, voilà, quand on a des enfants, à quel point c'est vital, l'arme de communication. Enfin, l'outil, et à quel point, si on ne parle pas aux enfants, y a vraiment un truc très compliqué qui se passe. Et c'est vrai que moi, j'ai dû apprendre tout au long de ma vie. J'ai fait des grandes études, etc. Mais bon, il fallait faire un doctorat, etc. Et en même temps, moi, j'étais incapable pendant très longtemps de tenir un discours construit, en public, encore moins d'avoir un argumentaire politique, etc. C'était vraiment très difficile. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais pas appris, j'avais assisté mais pas appris, et que j'avais pas les codes, comme on dit. Donc voilà, et malgré que je sois née dans une famille extrêmement intellectuelle, je ne savais pas comment parler en public, comment le faire bien. Ce qui a construit en toi un sentiment d'illégitimité. Oui, mais ça, bon, après, y a beaucoup de choses. Dans un premier temps, une femme, une femme, et puis ma famille s'est beaucoup, beaucoup préoccupée de mon sentiment de illégitimité, c'est-à-dire que dans une famille comme la mienne, c'est quand même plus les garçons qui doivent réussir. C'est mon père l'écrivain, donc le fait que moi, aujourd'hui, on parle de mes livres n'est pas bien accepté. D'autant plus qu'il a fallu que tu te défendes aussi pour faire sortir un livre. Ouais, donc, ça on va en parler après, parce que peut-être je parle juste de mes grands-parents. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait donc ce silence. Bon, mon père est tombé malade, donc il n'a pas raconté son engagement, il n'a pas raconté l'établissement. Donc tout ce que j'ai appris, c'est en lisant des livres, en lisant son livre. Ma mère, après, parlait beaucoup, mais elle parlait plus d'elle, enfin bon. Et mon père a donc fait une tentative de suicide. On ne nous l'a pas dit, on ne nous l'a pas expliqué. Des choses qui paraissent dingues aujourd'hui, parce que ça n'existerait plus. On sait qu'il faut dire aux enfants ce qui se passe. Moi, mon père a littéralement disparu de ma vie. Et 6 mois plus tard, je l'ai retrouvé. Et c'était un autre homme, il ne disait pas un mot, il se souvenait à peine de mon prénom. Et on ne m'a pas dit ce qui s'était passé. Donc c'est ces choses-là. Et puis après, il y a toute la dimension de mes grands-parents paternels qui ont été très importants pour moi, parce que comme la politique prenait vraiment la plupart du temps de mes parents, moi j'ai passé toutes mes premières années avec mes grands-parents paternels et auprès de ma grand-mère maternelle. J'ai vraiment été beaucoup élevée par eux. Je pense que je leur dois énormément, parce que si je ne suis pas devenue complètement zinzin, c'est parce qu'ils m'ont donné la dose d'amour nécessaire à survivre. Mais voilà, c'était des grands-parents, et c'était des grands-parents classiques. Et mes grands-parents étaient des juifs polonais qui se sont rencontrés juste avant la guerre à Paris, qui sont partis en zone sud très tôt, et qui d'ailleurs se sont cachés dans les montagnes juste au-dessus de Nice. Et mon père est né à Nice. Donc moi, ça m'émeut particulièrement d'être là à la Villa Arson, parce que
ma grand-mère a beaucoup souffert pendant cette grossesse parce que on est en avril 44. Ici à Nice, il faut savoir que c'est le moment où il y a les pires rafles. C'est-à-dire que les Italiens ont perdu la guerre et donc les Italiens préservaient les Juifs à Nice et dans la zone sud qu'ils occupaient, la Côte d'Azur. Et donc à ce moment-là, la Gestapo déboule et c'est les dernières très grandes rafles. La famille de Simone Veil, la famille Jacob a été déportée à ce moment-là, etc. Et mes grands-parents fuient dans la montagne. Et ma grand-mère est enceinte de mon père et elle a 40 ans, ce qui est quand même très âgé à l'époque pour son premier enfant. Et ils survivent dans des conditions très très difficiles. Et finalement elle accouche, ils rentrent à Nice et elle accouche dans une institution catholique dont l'adresse leur a été donnée par des résistants, avec une bonne sœur qui a cette phrase aimable: les Juifs, on peut tout leur prendre sauf la vie. Donc, après la guerre, mes grands-parents rentrent à Paris, élèvent mon père, ma tante, et en fait deviennent des parfaits Français et ne disent jamais rien de leur histoire. Et ils s'appelaient Jacob et Macha, ils s'appellent Jacques et Maryse. À l'extérieur, on ne peut pas savoir qu'ils sont juifs. Mon grand-père a un léger accent. Et voilà, tout est caché. Et on ne sait pas. Ma grand-mère a perdu ses 5 frères et sœurs, ses parents évidemment, mon père, ses parents, sa sœur aînée, sa nièce. Et tout ça ne se dit jamais. On ne parle jamais de ça. Voilà. Donc c'est une sorte de superposition de couches de silence. Et pourquoi je raconte tout ça ? Oui, je raconte tout ça parce que pour des familles comme ça, ce qui est vital, c'est que les enfants réussissent. Et donc il y a un très fort investissement. On est encore à l'époque, ce sont les 30 Glorieuses, de l'ascenseur social, de l'école républicaine, de la méritocratie. Mon père coche admirablement toutes ces cases. Et quand il essaye de se tuer, il a 36 ans. Et je crois que c'est une déflagration épouvantable pour mes grands-parents, qui ne peuvent pas penser ça. C'est une histoire très forte et que toi, tu découvres effectivement a posteriori. Et c'est vrai que j'aurais aimé t'entendre parler sur cette question du lien entre les disciplines que toi, tu as augmenté avec le documentaire. Et avec la pratique du documentaire et avec le fait de filmer. Et donc un rapport aux images, à l'entretien, pour raconter un peu ces savoirs. Si j'ai fait du documentaire, c'est parce que au moment où j'arrive, où se pose la question de gagner ma vie, évidemment que je ne peux pas écrire. Je ne peux pas écrire parce que la présence de mon père est trop forte, c'est trop fort. En plus, il est malade. Donc, il existe comme un écrivain. J'ai dit que les déjeuners familiaux, c'était les blagues juives, et on parlait de l'établi. Voilà. Et j'ai rencontré machin, il a dit l'établi, et j'ai rencontré tout. Voilà. Et par exemple, vous ne demandez jamais des nouvelles des enfants. Et donc, je ne peux pas écrire. Et donc, le documentaire, ça me paraît un moyen extraordinaire d'écrire autrement. Et il y a aussi cette chose magnifique qui sont les archives, parce que je tombe en amour des archives. Et avec les archives, je comprends très vite que je vais pouvoir raconter des histoires qu'on ne m'a pas racontées. Et je vais pouvoir me raconter ma propre histoire, etc. Ça, je comprends très vite. Et puis, les entretiens, évidemment que c'est un moyen qu'enfin on me parle. Et pour moi, c'est très clair aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu magique, c'est de comprendre que de temps en temps, on fait les choses
on les comprend pas tout de suite, mais finalement, j'ai passé vraiment une très grande partie de ma vie professionnelle à faire des entretiens, à demander à des gens de me raconter leur histoire. Et je sais très bien que c'est parce qu'on m'en a pas assez raconté des histoires et qu'on m'a pas expliqué. Et peut-être si je suis assez forte là-dedans, sur ce point-là, parce que je pense que je suis forte sur ça. Souvent on me dit mais c'est incroyable cette écoute. C'est parce que pour moi c'est toujours magique, c'est toujours... voilà, là il y a une grande collecte d'entretiens patrimoniaux qui a été lancée par l'INA, qui s'appelle Figure du siècle, et j'ai postulé en disant mais moi je veux en faire, je veux à tout prix en faire. Et en fait, je vais chercher des femmes auxquelles, comme par hasard, on n'a pas vraiment pensé, à qui je donne la parole, et c'est des entretiens d'une journée, donc c'est extraordinaire. Et donc j'ai fait une journée d'entretien avec Myriam Revaud-Dallon, par exemple, voilà, à laquelle les gens de l'INA n'avaient pas spontanément pensé, et qui a quand même une pensée incroyable. J'ai fait une journée avec Annette Messager, complètement incroyable. J'ai fait une journée avec Caroline Champetier, la chef opératrice. Et en fait, je vois qu'à chaque fois, ça marche super bien. Parce que moi, ce que j'adore, c'est qu'on me raconte, que quelqu'un me raconte sa vie. Et à chaque fois, elle dit « Oh là là, mais t'as très bien préparé, oh, qu'est-ce que c'était bien, je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre et tout. » Mais en fait, je pense que c'est vraiment la petite fille qui est là en moi. Et donc, je sais pas comment le dire, mais en fait, mon père et ma mère, mais ils m'ont eu, ils avaient 20 ans. Donc, moi, j'ai grandi en même temps qu'eux. Parce que quand on est à 20 ans, on est vraiment un enfant. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. L'idée qu'ils aient des enfants, j'ai un fils de 19 ans, une fille de 23 ans, et donc je vois ce que c'est que d'avoir un enfant à 20 ans. Et je vois qu'on s'est construit parallèlement. Et voilà, ça produit ça produit à la fois des choses très fusionnelles et à la fois des très gros conflits. En tout cas, je pense qu'on a cheminé tous ensemble, tant bien que mal. Et je pense que j'avais vraiment besoin... c'est un mot moche, mais oui, j'avais besoin de m'équiper, de m'appareiller scientifiquement pour faire face à mon histoire. C'était très important pour moi de ne pas faire d'erreurs historiques, d'interprétation. C'était vraiment fondamental. Et pour faire ta place face à ces grandes figures paternelles et maternelles qui étaient tes parents. Et je me suis demandé aussi, en regardant la liste des ouvrages et notamment des films documentaires, donc on a évoqué les films qui ont une certaine importance historique pour toi, en lien avec l'histoire de ta famille. Et puis il y a d'autres documentaires. Il y a d'autres documentaires alors qui sont très liés à cette histoire. Je pense notamment à celui sur la gauche, à celui sur Simone de Beauvoir, à celui sur Derrida. Il y a des figures aussi artistiques, Jeanne Moreau, Ernest Hemingway. J'adore faire des portraits. C'est ça, il y a souvent des portraits. Françoise Dolto aussi, et puis il y en a qui sont un peu plus surprenants, et ça m'intéresserait de savoir quels ont été, pourquoi est-ce que tu t'es porté sur ces figures-là, notamment les portraits de Brigitte Macron et Brigitte Bardot. Alors peut-être qu'il y a effectivement cet effet de commande quand on fait du documentaire pour des chaînes de télévision, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière l'envie de se faire ces portraits. Oui, bien sûr. Je crois que c'était un économiste qui avait défini ça. Il avait dit que pour s'en sortir à peu près, il fallait qu'il y ait une part de plaisir, une part de rentable et une part d'instructif. Enfin, ça ne doit pas être les bons mots, mais voilà. Et le documentaire, c'est un milieu extrêmement difficile, extrêmement compétitif. Moi, j'ai eu la chance, j'ai réussi à gagner ma vie en ne faisant que ça. C'est-à-dire que je n'ai pas enseigné.
j'étais nulle. J'étais nulle en enseignement. Et je pense vraiment, aujourd'hui, je pense que je serais très bonne. Et j'étais nulle parce que je pense, pour ces raisons que j'ai expliquées, je ne savais pas exprimer ma pensée en langage. Enfin, ça, c'est le miracle de la psychanalyse, on pourrait en parler, mais j'ai appris à m'exprimer. J'étais trop brutale, j'étais trop émotive, etc. Et donc, beaucoup de mes confrères, mes consoeurs, ils enseignent à côté, etc. Donc moi, vraiment, le documentaire, c'était ma seule moyen de gagner ma vie. Je ne vais pas vous apprendre qu'avec les livres, on ne gagne pas sa vie, même quand on en vend un certain nombre. Je crois qu'il y a peut-être 50 écrivains en France, tout compris, qui gagnent leur vie avec les livres. Donc quand on voit le nombre de livres qui sont publiés, ça donne une petite idée. Et donc, j'ai 3 enfants, j'ai un mari poète. Voilà, il faut que ça tourne. Un des enjeux importants de mon combat de réalisatrice, c'était de m'imposer en prime time. Prime time, c'est l'heure de grande diffusion, c'est des budgets beaucoup plus gros, c'est une lumière médiatique beaucoup plus forte, et puis tous les producteurs et productrices qui viennent vous voir après pour vous faire bosser. C'est la chasse gardée des réalisateurs. Et ça l'était encore plus il y a une dizaine d'années, mais ça continue. J'ai créé avec une amie réalisatrice, Karine Dusfour, on a créé un collectif qui s'appelle Nos Réalisatrices Doc pour faire changer ces choses-là. C'est encore incroyable parce que le documentaire, qui est le lieu du réel, est un monde incroyablement genré, c'est-à-dire que, en gros, plus il y a d'argent et plus c'est des réalisateurs qui réalisent les films. Voilà. Le prime time était donc un combat énorme pour moi, et on ne m'en proposait jamais. On en proposait des prime time d'histoire à des réalisateurs qui n'ont pas fait ces grandes études que j'ai faites, et tout simplement parce que c'est des hommes. Et donc, quand on m'a proposé Brigitte Bardot, c'était la première fois qu'on me proposait un prime time. Donc l'enjeu, c'était le prime time. Bon, évidemment, ensuite, pour moi, j'ai introduit une clause qui était que c'est un film qui s'appelle Brigitte Bardot amoureuse et qui raconte la vie amoureuse et cinématographique de Bardot jusqu'à ce qu'elle quitte le cinéma. Et vraiment, jusqu'à ce qu'elle quitte le cinéma, Brigitte Bardot, elle est OK. Voilà, c'est après qu'elle dérape. Mais elle est vraiment OK. Elle est OK à tel point que je fais partie des gens qui pensent qu'elle a vraiment fait évoluer quelque chose du rapport aux femmes, de l'émancipation. Elle a été follement amoureuse de Samy Fred, de Serge Gainsbourg. Donc c'est après les dérapages antisémites, pas antisémites je crois, mais en tout cas racistes, enfin toute l'horreur de Brigitte Bardot. Mais moi j'arrête avant, quand elle a 38 ans. Donc je me sentais un peu... Je me sens OK avec ce film, vraiment. Et d'autant plus OK que ce que j'ai monté dans ce film, que j'ai trouvé très beau, j'ai trouvé des films... son père filmait tout le temps, le père de Brigitte Bardot. La famille de Brigitte Bardot, elle est atroce, hein, c'est une famille d'extrême droite, Action française, antisémite, raciste. Et leur fille, elle les rend dingues. Et donc, elle est revenue à son milieu. Bon, je connais... la femme de Raymond Aron disait toujours, Suzanne Aron, elle disait toujours, on est toujours plus de sa famille qu'on ne le croit. Et voilà, et Brigitte Bardot, elle s'est émancipée incroyablement, elle s'est mariée avec Vadim, elle a été très libre, elle a été amoureuse de Samy Fred, dont les 2 parents ont été déportés à Auschwitz alors qu'il avait 4 ans et demi, ce qui devait absolument dégoûter ses parents. Elle a été folle amoureuse de Jean-Louis Trintignant, qui venait d'une extraction modeste, ce qui devait dégoûter ses parents. Bon, bah après, elle saute les plombs. Et oui, et les films d'archives, c'est qu'elle était mal aimée de sa mère. Et toute l'histoire de Brigitte Bardot, c'est que sa mère ne l'a pas aimée quand elle était enfant. Évidemment, moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc ça, c'est le cas Brigitte Bardot. Le cas Brigitte Macron, c'est un peu la même histoire. C'est que j'ai réussi à m'imposer en tant que réalisatrice en prime time, ce qui était vraiment un enjeu très important pour moi.
Et le second enjeu, c'est d'arriver à faire des films politiques, parce que c'est pareil. C'est-à-dire que les films politiques, les films d'histoire et les films de science, c'est pour les mecs, parce que c'est sérieux. Nous, on fait culture, société, de préférence infirmière et tout ça. Et voilà. Et donc c'était un enjeu énorme pour moi de faire des documentaires politiques, parce que c'est ma spécialité. Et ça m'agaçait vraiment de ne pas pouvoir exercer là-dedans. Et puis, à l'époque où je l'ai fait, c'est la première année du premier quinquennat Macron. Et à ce moment-là, enfin, il vient d'être élu, à ce moment-là, il y a encore l'idée que d'une part, Brigitte Macron, elle représente aussi quelque chose pour les femmes, parce que c'est fort d'être amoureuse d'un homme de 25 ans de moins, et elle dit quelque chose de libérateur. Et elle peut peut-être peser, toute chose auquel je ne crois absolument plus désormais. Mais il faut savoir que j'ai fait ce film en toute liberté, que je pense que c'est un film assez bon, qui explique des choses, beaucoup de choses, sur les origines du pouvoir de Macron, et qu'il a énormément déplu à la direction de la communication de l'Élysée. Donc je me sens tout à fait bien avec ce film. Alors aujourd'hui, tu es à la Villa Arson et tu suis Daniel Mémoire, qui a été invité par Jérôme Mauche. Tu la filmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet ? C'est le facteur agréable dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde audiovisuel est quand même très très compliqué. On est dans une période où c'est très compliqué de proposer des projets, et la liberté de création est très contrainte, y compris sur le service public, pour 1000 pressions politiques et tout ce qui se dessine à venir. Et moi, j'ai vraiment besoin d'espaces de liberté autres. Alors ces espaces de liberté, c'est pour ça que j'ai écrit des livres en fait. C'est que même à l'époque où je pouvais faire des films vraiment plus facilement, j'avais besoin quand même de ces espaces de liberté d'écriture, parce que c'est là que je mettais presque, je dirais, toute ma folie, ou tout ce que j'ai besoin de dire. Mais là, actuellement, c'est tellement long pour réussir à monter un film. Les circuits décisionnaires sont tellement incompréhensibles, etc., que j'ai besoin de faire autrement. Et donc, il se trouve que je suis liée au Centre international de la poésie, qui se trouve à Marseille. Et j'ai assisté à plusieurs lectures qui s'appellent des solos de femmes écrivains d'un certain âge, qui m'ont littéralement éblouie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de traces de ce travail-là. Et en fait, elles sont écrivains, mais elles sont dites poètes. Et donc la poésie contemporaine est quand même pas un marché très, très ouvert. Elles ont des œuvres, une vingtaine d'œuvres chacune, chez POL, enfin c'est des immenses écrivains, et personne ne les connaît en fait, du grand public. Et donc j'ai décidé de faire ce que j'appelle un tétraptyque, ce qui n'est pas très joli, et ce serait un film choral avec une séquence pour chacune des écrivains que je veux filmer. Il y a Liliane Giraudon qui vit à Marseille, il y a Daniel Métaille qui vit dans les Cévennes à La Salle, il y a Anne Portugal qui vit à Paris, et puis Daniel Mémoire qui vit à Paris puis dans l'Eure, et c'est toutes des femmes qui approchent les 80 ans, enfin qui tournent autour des 80 ans, et je les suis avec ma petite caméra et mon micro sur une séquence de leur vie, au cours de laquelle on comprend leur pratique. Et donc pour Liliane Giraudon, je l'ai suivie chez elle au moment où elle déballait toutes ses affaires, et elle réfléchissait avec la commissaire d'exposition et le directeur du CEPM à
qu'est-ce qui allait être exposé. Et Danielle Mémoire, j'ai décidé, parce que j'ai su qu'elle venait ici pour ce workshop extraordinaire, autour de la question de prose et non-prose, de la suivre dans son exposition de sa pratique littéraire et dans la consigne de travail qu'elle donnait aux étudiants. Voilà. Mon idée, c'est une séquence d'une 15aine de minutes pour chacune, unité de lieu, unité de temps, dans des circonstances très différentes. J'espère faire un film d'une 60aine de minutes qui donnera à tout le monde l'envie de lire ces extraordinaires écrivains. Et c'est une œuvre matrimoniale. Écrivaine ? Alors Autrice ? Danielle ne veut pas qu'on parle d'elle comme d'une écrivaine. Moi, je parle de moi comme d'une écrivaine et comme d'une autrice, mais Danielle ne veut pas. D'accord. C'est pour ça que je dis écrivain. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler de ton projet à Berlin ? Ou pas Alors, encore mon projet à Berlin, oui, on peut en dire quelques mots. Alors, ça va t'amuser parce que, Pauline, ça va t'amuser parce que c'est encore une histoire de silence, évidemment. De silence et de secret. Et une histoire de juifs aussi. Il y a quelques années, le Mémorial de la Shoah a annoncé, en 2021, avoir découvert et être en possession de presque 100 photos, un corpus de 100 photos qui documente l'ensemble de la première rafle qui s'est tenue sur le sol parisien à l'instigation de la Gestapo, mais qui a été opérée par des flics français, en mai 1941. Donc c'est une rafle complètement oubliée. Mai 1941, on est plus d'un an avant la rafle du Veldiv. Elle s'appelle la rafle du billet vert. Alors le billet vert, tout le monde pense que c'est le dollar, mais là c'est parce que le formulaire de convocation était vert. Et en fait, c'est une convocation qui est adressée par la préfecture de Paris aux juifs, aux hommes juifs étrangers, entre 20 et 40 ans. On leur demande de venir accompagner pour produire leur papier d'identité. Et c'est un piège. Ils viennent, ils sont enfermés, ils sont arrêtés, ils sont emmenés dans les camps du Loiret, Pithiviers, Beaune-la-Rolande. Ils y restent plus d'un an et ils font partie des premiers déportés à Auschwitz-Birkenau. Il y avait 6500 convoqués. Il y en a pas mal qui n'y vont pas, par chance. Et il y a 3500 hommes comme ça raflés. La découverte, ce sont les photos. Qui a fait les photos ? C'est un homme qui s'appelle Harry Kroner. Et les photos qu'il a faites, c'est du Robert Doisneau. On n'a jamais vu des photos pareilles. Dans toute l'histoire de la Shoah, on ne connaît pas des photos pareilles. C'est-à-dire qu'il montre ce peuple juif, parce que c'est souvent des gens très modestes, c'est des juifs étrangers, donc qui sont récemment immigrés. Beaucoup ne parlent pas vraiment encore bien le français, etc. Ils occupent des petits métiers. Les femmes sont très bien habillées. Les enfants sont coiffés, ont des nœuds. Tout le monde s'est fait chic pour répondre à la convocation policière. Ils se séparent sur les pas de la porte. Ils pleurent. Ils s'embrassent. Et on ne montre jamais. Dans le corpus de la Shoah, les Juifs... ils sont en haillons, ou ils ont le nez busqué, ou ils ont l'air sales, enfin bon. Et donc moi, je suis obsédée. Dès que je vois ces photos, je me dis, je veux faire un film là-dessus. Je vais faire un film là-dessus. Je veux faire un film parce que c'est la rafle à laquelle a échappé mon grand-père. Mon grand-père est arrivé en 1939 à Paris. Il a 20 ans, 23 ans. Il était programmé pour la rafle du billet vert. Et donc je ne sais pas pourquoi il n'y est pas allé. Ça colle pas avec lui parce qu'il avait toujours été très rigoureux et avec les textes de loi. Donc cette rafle, elle me fascine. Et puis je veux connaître le photographe et comprendre comment il a pu photographier ces juifs comme ça. Parce que c'est un soldat de la Wehrmacht. Parce que sinon on n'a pas le droit de photographier. C'est interdit de photographier. Et donc c'est une enquête qui me mène jusqu'à Berlin. Il s'appelle Harry Kroner et ça va être l'objet aussi de mon prochain livre. Et oui, j'oublie de dire qu'il n'a jamais dit à personne qu'il avait fait photographier
cette rafle. Il est devenu un photographe très reconnu à Berlin. Il a photographié toutes les Berlinales. Il s'est imposé dans le monde de l'art et c'était le photographe de Klaus Kinski, de Fassbinder, de tous les acteurs, d'Anna Schygulla, des acteurs qui venaient à Berlin-Ouest. Il était connu pour être un dandy qui photographiait toutes les soirées. Et il n'a jamais raconté ce corpus qu'on a découvert après sa mort. Donc c'est ça que je veux raconter. D'accord, donc ce sera dans un livre. Oui, j'ai fait un film qui s'appelle 1941, Les secrets de la rafle du billet vert, où je montre les photos, et je raconte cette rafle, et je raconte un peu qui était ce photographe. Mais là, dans le livre, je raconte... je suis allée enquêter à Berlin, donc j'en ai appris beaucoup plus sur ce photographe qui a fait ses photos en 1941, qui était à la Propaganda Company, donc c'était l'organisme de propagande de Göring, qui était l'organisme de propagande des nazis pour tout le Troisième Reich, et qui photographie les dignitaires nazis à Paris, enfin qui est vraiment au cœur de l'occupation et qui est viré de la Wehrmacht fin 1941 parce qu'il est juif. J'aurais voulu juste lire une petite citation d'un de tes livres. Avec joie. Dans donc le livre « Le jour où mon père s'est tu », qui je trouve est une phrase très sartrienne. Et donc je te cite où tu dis « Sortir de la survie et entrer dans la vie ». La survie, c'est juste quand on doit essayer de ne pas mourir. La vie, c'est quand on est sûr de vivre et qu'on doit décider comment on vit, qu'est-ce qu'on choisit comme vie et avec qui. Et peut-être que justement, à travers tes travaux, tes livres, tes films et tes multiples rencontres, c'est justement ça que tu veux exprimer avec cette phrase. Oui, c'est très juste. Je me reconnais tout à fait dans cette phrase et je pense que je l'ai écrite de différentes manières dans chacun de mes livres. Dans l'effet maternel, je crois que j'ai pas écrit comme ça puisque je me recopie pas, mais oui, se donner la possibilité de choisir sa vie, je pense que ça a été sans doute mon plus grand travail, mais je dirais que c'est ce qui m'a sauvée. Merci beaucoup Virginie Linhart pour Merci. cette discussion, cet entretien avec toi. Merci Pauline, merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Et merci à la Villa Arson. Avec grand plaisir de t'avoir reçu parmi nous. Radio Arson.